Bonjour et bienvenue dans À tout santé, votre nouvelle émission sur la santé pour vous permettre de rester en forme. Bonsoir Martine. Bonjour Alain. Eh bien oui, désormais, tous les 15 jours, des spécialistes vous proposeront des reportages, des débats, des avis pour vous aider à rester acteur de votre santé. Le thème de cette première émission est la reprise du sport. On sait aujourd'hui que l'exercice physique est le meilleur allié pour rester en bonne santé. Le sport permet de lutter contre toutes les maladies, de la dépression au diabète, en passant par les maladies cardiovasculaires. Alors au sommaire, un premier reportage sur la manière de reprendre une activité physique après une période d'inactivité. Ensuite, notre chroniqueur qui animera notre rubrique Parole d'expert, le docteur Hervé Collado, médecin du sport, fera une intervention sur la place du sport dans l'éducation de nos enfants. Dans un second reportage, nous verrons comment Benoît Z, marathonien confirmé, appréhende sa remise en forme après une blessure. Enfin, dans sa chronique pédagogique, le professeur Sébastien Parat traitera des risques engendrés par les terrains en pelouse synthétique pour les sportifs. Nous terminerons enfin par la revue du web par notre journaliste Bruno Benck. Place donc au premier reportage à la rencontre de Cyril Vrin, chef d'entreprise en surcharge pondérale qui souhaite se remettre au sport après une période assez longue d'inactivité. Un reportage signé par France Berru et Laura Ciotti. Donc je suis Cyril Vrin, j'ai 48 ans, je suis concessionnaire automobile. Je me rends compte que je fais de moins en moins de sport. Il y a un problème de forme physique, il y a un problème de poids, il y a un problème d'organisation et tout ça, j'ai besoin véritablement de quelqu'un pour m'aider là-dessus. J'ai fait pas mal de sport depuis tout le temps en fait. Et là, depuis quelques années, j'en fais moins et de moins, c'est passé à beaucoup moins et c'est passé à quasiment plus. Dans un premier temps, Cyril, ce qui est important, c'est de passer une visite chez un médecin pour savoir si vous avez les capacités ou quelques petits problèmes. Après, à moi de m'adapter à votre pratique physique et aussi de connaître votre vie familiale pour que je puisse m'adapter au mieux à vos attentes. En 5 ans, j'ai pris 25 kilos. Voilà. Donc un test d'effort est un examen que l'on réalise la plupart du temps sur un cyclo-ergomètre, donc un vélo, qui va en fait développer une résistance progressive. Cet examen permet le dépistage des risques d'infarctus, des risques de mort subite rythmique, et l'analyse aussi des problèmes d'adaptation tensionnelle à l'effort. Parfait. Le test à l'effort s'est bien passé ? Super, impeccable. Le plus important, c'est de ne pas traumatiser le corps quand on reprend une activité. Donc le vélo est tout à fait adapté, pas de traumatisme au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos. Hauteur de selle, le dos bien droit, on appuie toujours avec les pointes. Cyril. On peut aussi marcher, il n'y a aucun problème. Si on n'a pas l'occasion de prendre le vélo, la marche douce ou la marche rapide avec des mouvements d'épaule, une tête bien haute, des épaules bien basses et toujours faire une activité intelligente. S'hydrater régulièrement, toutes les 10 minutes, on boit un petit peu. Aussi, faire attention à sa fréquence cardiaque. Si on n'a pas de moniteur, on parle, on discute de tout et de rien, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir une belle inspiration, une belle expiration et de ne pas monter au niveau cardiaque. Voilà. Après, on finit par quelques petits étirements, on boit à nouveau, on va prendre sa petite douche et c'est fini. Merci d'être présent sur notre plateau d'Atout Santé avec nos experts. Donc Karine Cossino, vous êtes cardiologue. Bonjour. Bonjour. Thierry Lesage, vous êtes coach sportif. Bonjour. Et notre chroniqueur Hervé Collado. Donc bonjour. À tous. On va commencer par vous, Karine. Peut-être quand on voit la difficulté, la souffrance que Cyril a vécue, est-ce qu'il va bien ? Alors il va très bien, mais bon, on est obligé de pousser l'examen au maximum, donc on l'a poussé au maximum. On a vu qu'il était au top de la forme. Donc, juste, quand on a une longue période d'inactivité comme ça, est-ce que quand on va reprendre un sport, est-ce qu'il y a un risque ? Alors il est absolument impératif de faire un bilan avec un examen clinique complet et un interrogatoire poussé, je dirais policier, parce qu'il faut vraiment rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Le risque d'infarctus augmente très clairement après 35 ans. Chez les hommes et les femmes ? Alors plus chez les hommes. Chez les femmes, c'est plus vers la ménopause, mais on commence déjà à proposer des tests d'effort dès 35 ans chez les hommes,
45 ans chez les femmes. Sinon, c'est un peu jouer à la roulette russe, surtout avec des facteurs de risque. Il y avait une prise de poids importante, il y avait pas mal de facteurs de risque qu'on ne peut pas reprendre comme ça sans avoir fait le bilan auparavant et être sûr qu'il n'y ait pas de coronaire bouché. Est-ce que le test d'effort est suffisant là, dans cette Alors, situation? le test d'effort, c'est l'examen de première ligne. Enfin, l'examen de première ligne quand on veut reprendre une activité physique, pas avant le certificat de non-contre-indication. Parce que le certificat de non-contre-indication, il faut un examen clinique, un interrogatoire, un électrocardiogramme, c'est pas mal, et le test d'effort dans certains cas. Là, il se trouve qu'on peut passer dans 20% des cas à côté de lésions coronaires sévères lors de la pratique d'un test d'effort. Je ne veux pas effrayer la population, mais quand on a un petit doute, il vaut mieux pousser les examens et faire une imagerie. D'après vous tous, d'ailleurs, quelle est l'activité la plus bénéfique quand on est en surpoids? Alors l'activité bénéfique, c'est essentiellement faire de l'eau, la piscine. L'avantage de la piscine, c'est qu'on n'a pas d'onde de choc, les mouvements sont beaucoup plus amples et à partir de là, on risque pas grand-chose. Voilà, c'est la base. Alors, est-ce que vous pensez que même pour aller nager, il faut faire un bilan auprès d'un médecin? Parce que moi, j'ai le sentiment que si on a déjà la population a du mal à faire de l'exercice physique, mais si on demande aux gens qui en ont vraiment besoin d'aller d'abord voir un cardiologue, j'ai l'impression qu'ils sont un peu rétifs à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que là, vous avez une version idyllique de la chose. C'est-à-dire que le patient qui va directement voir le cardiologue. En pratique, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que le plus souvent, le patient, le sportif en tout cas, va directement faire du sport. Au mieux, il va voir un coach sportif ou un médecin, mais il va rarement voir le cardiologue. Donc l'aspect pédagogique de cette thématique qu'on aborde, c'est de dire à tous les patients, allez voir un professionnel de la santé, un médecin, un coach sportif qui enverra chez le médecin et qui éventuellement, en fonction des facteurs de risque, fera ou pas, mais le plus souvent oui, un bilan cardiologique. Mais en fait, quand on est en surpoids, on pense que le sport nous aide à maigrir. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, mais il faut régler il faut faire quelques petites choses en préambule. C'est-à-dire d'abord faire une activité douce, ça c'est important, douce, pouvoir travailler correctement et aussi faire un temps de 40 à 45 minutes. Ça c'est le plus important. Oui, alors c'est la rentrée des vacances et les Français, dans leur ensemble, prennent des bonnes résolutions et se disent « je vais me mettre à l'exercice physique ». Alors, quels conseils, à part aller voir un médecin, on peut leur donner? Est-ce que, par exemple, s'ils décident de ne pas passer par ce processus de coach sportif et de cardiologue, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour eux? La marche rapide? Est-ce qu'il y a des activités que l'on peut faire sans forcément passer par une démarche médicale? Disons que je pense que la règle de base, c'est la progressivité. C'est-à-dire que l'erreur serait de dire, comme notre patient sur le reportage, j'ai 48 ans, j'ai un surpoids, mais écoutez, dans 2 mois, vous allez voir, je fais le Marseille-Cassis. Donc ça, c'est le risque majeur. Et c'est là où, peut-être que grâce à ces émissions, on arrive un petit peu à tirer un peu sur les rênes et à leur dire peut-être qu'il y a des choses à faire avant d'aller faire le Marseille-Cassis ou le marathon de New York. Voilà, donc c'est la progressivité. Après, effectivement, il y a le choix du sport. Le choix du sport, c'est les sports plutôt non portés au départ quand on est en surpoids. La natation, bien sûr, le vélo. Mais ça, j'allais dire, on peut en discuter, mais c'est vraiment du cas par cas par rapport au patient, à son poids, à son expérience sportive et par rapport surtout à ce qu'il a envie de faire. Et combien de temps au minimum il faut pratiquer par jour, Karine? Pour tout ce qui est protection cardiovasculaire, amélioration des paramètres de diabète, amélioration des paramètres tensionnels, c'est au moins 150 minutes par semaine. Et ce n'est pas en une seule fois. Donc il faut répartir dans la semaine. Et toujours ne pas espérer perdre du poids tout de suite, bien évidemment, puisque on peut espérer perdre 1 kg de masse grasse après avoir pratiqué 70 heures d'une activité physique. Donc il faut y adjoindre des règles d'hygiène-diététique, un régime adapté et continuer cette activité qui va permettre de modifier fondamentalement le métabolisme de base et donc de continuer à brûler des calories même en dehors des périodes d'activité sportive. Oui, j'ajouterais aussi qu'une régularité sur l'activité sportive est importante. Prendre le soin de mettre dans son planning, soit le lundi, soit le jeudi, mais d'être toujours assidu à cette pratique. Pratique douce, intelligente. Faire attention à ce qu'on fait, écouter son corps. Ne pas aller, comme disait Hervé, au-delà de ses limites. Le plus important, c'est d'écouter son corps et d'y aller progressivement. Vous aurez des résultats de toute façon, mais il est important de faire attention à soi. Et
Et quand on reprend le sport, donc après une longue période d'inactivité, comme Cyril, comment on trouve la motivation parce que dès les premiers instants, ça doit être tellement difficile. Comment ça arrive? La motivation, il a dit lui-même, il était très sportif avant, il s'est vu péricliter, si je peux employer ce mot, au fil des années par rapport à son métier, et on le fait pratiquement tous, donc il y a une prise de conscience. Alors ça peut être un événement marquant, un parent, un enfant qui vous dit t'étais aussi gros que ça avant, et puis à ce moment-là, il y a une prise de conscience. Et je pense que c'est à partir de cette prise de conscience que la motivation, on la lâche plus. C'est sûr que quand on voit ce patient faire l'épreuve d'effort, on souffre pour lui. Mais je crois que c'était dur là, dans le c'était reportage. dur. D'ailleurs, il n'est pas là ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y avait fait après le test d'effort. On l'a perdu. Oui, alors j'ai vu que des statistiques montrent que finalement les Français pratiquent très peu d'activité physique. Et plus ils vieillissent, et moins ils en pratiquent en général. Alors on recommande beaucoup la marche. On parle de 10 000 pas par jour. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est déjà mieux que rien? Comment on peut intégrer la marche dans une pratique physique qui peut améliorer notre état de santé? La marche est importante puisque de toute façon, toute activité physique est importante. Le plus important, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la régularité. Donc vous pouvez marcher pour aller au travail, vous pouvez marcher pour aller faire vos courses, mais c'est de vous mettre dans votre planning certains créneaux pour faire ces activités de marche. Voilà. Et quand on voit le cas de Cyril, qui est un homme sans doute très occupé, comment vous arrivez-vous à le convaincre et quelles sont les premières étapes que vous mettez dans son calendrier pour arriver à reprendre le sport? Alors pour Cyril, il faut que ce soit ludique, adapté, ludique, et il faut que j'essaie de le motiver. Voilà. Le motiver pour qu'il revienne régulièrement et qu'il soit content après l'activité. Et surtout qu'il ait des résultats. Donc il y a le ludique, mais est-ce que vous parlez aussi un peu de nutrition? Parce que quand on est en surpoids, il y a aussi cet aspect qui doit être important pour les sportifs et revenir dans le sport. C'est obligatoirement abordé pendant les consultations. Ça va de pair avec la reprise de l'activité sportive. Alors bien évidemment, on peut donner des consignes de base en diététique. Et si le patient veut aller plus loin, parce que c'est chronophage également, on l'oriente vers des diététiciens. D'accord. Et donc, voyons ce patient qui était en surpoids et qui se donne beaucoup de mal, et quel bénéfice, au bout de 2 ou 3 ans ou quelques mois, il aura pour sa santé? Qu'est-ce qui va être mieux pour lui? Alors c'est absolument énorme. Le bénéfice est rapidement obtenu. C'est-à-dire que déjà, lors de la pratique d'une activité physique de plus de 45 minutes, on sécrète des endorphines. Donc au niveau de son bien-être, de la qualité de son sommeil, de la qualité de son stress, le stress va baisser, il va être beaucoup plus détendu et il va être amené donc à pratiquer spontanément plus volontiers son activité physique parce qu'il en aura envie et besoin, il y aura un manque. Après, au niveau de la santé, nous allons observer une baisse des chiffres tensionnels parce qu'il va perdre de la graisse périviscérale, il va améliorer aussi son profil lipidique. Donc le mauvais cholestérol va baisser, le bon va augmenter, il va baisser son sucre, son diabète, ça va faire baisser l'hémoglobine glycémique. Quel que soit le sport qu'on pratique? Alors, ou est-ce qu'il y a des sports qui ont quand même qui portent plus de facilité? Les sports d'endurance sont donc, en général... Le vélo, la course, éventuellement la natation. Même la marche rapide, la course à pied, le vélo, le rameur, un peu de muscu. Enfin, il faut toujours faire un petit peu d'endurance pour amorcer tout ça et compléter par un renforcement musculaire général. Ok, merci pour ces différentes interventions. Alors là, on va passer à notre rubrique Parole d'expert et on va écouter notre spécialiste aujourd'hui, Hervé Collado, sur un sujet qui nous intéresse tous, c'est nos enfants. Alors nos enfants, ils sont tous coachés. On va entendre le jingle et puis après, on repart sur Parole d'expert. Alors, on revient parmi nous. Donc, les enfants, ils sont scotchés à leur tablette, à leur iPad toute la journée et ils ont un peu oublié l'activité physique. Comment vous arrivez-vous à les conseiller, à les motiver pour les sortir de cet aspect-là? Alors Alain, déjà, il y a un constat. Un constat, c'est de dire qu'en gros, pratiquement tous les parents qui ont des adolescents se retrouvent à des enfants qui sont scotchés à télé, tablette, etc. Et c'est vraiment source de conflit familial. Donc les questions qu'on se pose, c'est de dire comment je vais motiver mon enfant à faire du sport, quel sport on va choisir pour lui, ou en tout cas qu'il va choisir comme sport, et surtout aussi comment faire quand il va commencer à pratiquer 2-3 mois, il ne va pas abandonner au bout de ces 2-3 mois. Donc pour répondre à toutes ces questions, je pense que la première chose, c'est qu'il faut que l'enfant éprouve du plaisir pour faire un sport. Il faut qu'il éprouve du plaisir et qu'il se sente valorisé, qu'il puisse s'amuser.
Et pour ça, je crois que la chose principale et le message donné aux parents, c'est la diversification. C'est-à-dire que c'est hors de question, avant l'adolescence, de restreindre un enfant à une activité. Il aura tout le temps après, si ça lui plaît, de s'orienter vers un sport en particulier. Donc, le plaisir, bien évidemment. Puis, il y a le choix du sport. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui a toujours été le cas, c'est un petit peu de sacraliser les choses. Vous savez, il y a l'idole, on a tous rêvé à un moment d'être Platini, Zidane pour les plus jeunes, Noah, etc. Et je crois que ça, c'est important, c'est le rêve de gloire en fait des enfants qui permet de se sublimer. Ça, on peut très bien en famille, on peut sacraliser aussi des moments. Par exemple, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Donc, on peut très bien se mettre ensemble avec ses enfants et puis en donnant un petit peu quelque chose de sacré. Voilà. Donc, ça, tout ça pour dire qu'au bout de 2 mois, si on arrive à les motiver, il faut essayer juste de passer un contrat avec eux. C'est-à-dire, voilà, le contrat, c'est de dire, tu fais ça pendant 2-3 mois, on a payé la licence, maman et papa ont payé la licence. Si ça ne te plaît pas, tu auras tout le temps après. Et puis s'il arrête, tant pis, on aura essayé. C'est important de se dire que c'est les parents qui ont un rôle majeur pour inciter leurs enfants à faire du sport. Il ne faut pas compter sur les autres institutions. Le rôle des parents, il est majeur. Voilà, sans leur mettre une pression horrible, il faut quand même leur faire comprendre l'importance du sport. On va garder ces éléments et on va garder surtout aussi le plaisir que les enfants vont avoir à faire du sport. Martine, pour le deuxième reportage. Oui, alors dans notre deuxième reportage, nous partons à la rencontre de Benoît Z, c'est son nom, on m'a dit que c'était son nom, recordman d'Europe du marathon en 2h06 minutes et 36 secondes. Il est bien connu dans le milieu sportif marseillais pour ses performances comme marathonien. Mais comme d'autres sportifs de haut niveau, il est parfois victime de blessures nécessitant un arrêt plus ou moins long et ça pose des problèmes. Dans notre second reportage, il va nous révéler les clés d'une reprise réussie après une blessure. Un reportage signé par France Bérut et Laura Cioffi. Bonjour, je me présente, Benoît Zerchleski, alias Benoît Z. Je suis donc marathonien, sportif de haut niveau, recordman d'Europe du marathon depuis plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai eu une petite fissure dans l'os suite à un entraînement dans les Calanques de Marseille qui est occupé de se consolider. Et donc aujourd'hui je suis dans une phase de rémission, j'essaie de me remettre à l'entraînement doucement après avoir pris un peu de poids pendant ma période de repos. Pour cela que je suis venu voir aujourd'hui Dr Parat. Combien par rapport à votre poids de forme? J'ai 5-6 kg de trop. Donc la première démarche, c'est de faire consolider ou cicatriser la lésion que le sportif s'est fait. On avait dit qu'on ferait une IRM pour faire un petit peu le point sur l'évolution osseuse. Donc dans le service. Une fois qu'on a eu la consolidation, on va travailler sur le renforcement musculaire et la récupération des mouvements. Et donc on va travailler avec les kinésithérapeutes et les rééducateurs pour récupérer la force musculaire, pour récupérer le mouvement. Bon, on fait comme ça, on va descendre à l'IRM tranquillement, et puis comme ça on regarde les images avec le... Et la troisième phase, c'est la remise au sport. Alors le vrai problème, c'est qu'un sportif de haut niveau, souvent il se dit « Ah ben, j'ai vu le chirurgien, j'ai vu le docteur, il y a eu la nuit magique, il m'a dit que j'étais consolidé. » Et donc la tendance, c'est de vouloir aller faire un marathon le lendemain de ce rendez-vous. Et là, c'est le drame. Le trait est assez dense, donc il est probablement en cours de consolidation, parce que quand il est un peu épais comme ça, c'est qu'il y a une réaction de reconstruction qui est en route dessus. Je vous laisse, moi je vais voir le patient comme ça. Moi, qu'est-ce que je peux te proposer en plus ici? Ici, je peux te proposer de reprendre progressivement la course à pied sur l'haltère-G. Je peux te proposer du renforcement en isocinétisme et du renforcement global avec le gymnase. Je t'ai pas fait visiter le gymnase de muscu. Voilà. Et une prise en charge à la fois par le kiné et à la fois le kiné que tu as vu, il me sert aussi, il a une formation de diététique. Après, il ne faut pas non plus aller vouloir faire trop vite n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des délais de cicatrisation, il y a des délais de réparation osseuse, et c'est pas parce qu'on est dans du très haut niveau qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs non plus. C'est-à-dire qu'il faut respecter la nature, par contre il faut guider la nature pour que ce soit le plus rapide pour l'athlète. Oui, bienvenue sur le plateau d'Atout Santé, bienvenue à nos différents invités, en particulier Benoît Z, marathonien célèbre, célèbre à Marseille, mais dans le monde entier,
qu'il parcourt toutes les routes du monde et bientôt peut-être les trails. Bienvenue au professeur Sébastien Parat, chirurgien orthopédiste aussi de grand renom. Et puis on a à nos côtés encore notre chroniqueur Hervé Collado. Alors sans tarder, Benoît, quand on voit un reportage comme ça, qu'on est athlète de haut niveau, il faut se remettre en forme. Comment vous appréhendez cette remise en forme et quels sont vos objectifs? On repart de très loin, en général, après une longue période de convalescence, comme c'était mon cas là, une fracture de fatigue, 3 mois de repos, donc d'une surcharge pondérale, parce que j'ai pris un peu de poids. Donc je me fais conseiller effectivement par les spécialistes. Donc le professeur Parat ici présent et le docteur Hervé Collado qui m'accompagnent dans ma reprise et qui me permettent d'aborder dans les meilleures conditions mon retour au plus haut niveau. Et quand on a fait tout ce travail pendant des années, qu'on est arrivé à ce très haut niveau, comment on appréhende une remise on repart presque à zéro. Comment vous l'appréhendez dans l'organisation? Est-ce que vous avez un planning? Est-ce que vous avez structuré une organisation autour de vous? Le grand public, lui, quand il reprend le sport, il met les baskets et il court. J'imagine que vous, c'est différent. De toute évidence, je ne vais pas repartir sur un travail lourd au départ. Il y a une rééducation à mettre en place avec toute l'équipe médicale autour de moi. Quand je suis en pleine possession de mes moyens, et c'est pour ça aussi que je me suis blessé, on joue avec les limites du corps humain. Je monte, pour ceux qui veulent comprendre un peu ce que je fais, je monte jusqu'à 200-250 km de course à pied par semaine. Ce sont des charges très importantes, donc on met à mal l'ossature dans mon cas. Et évidemment, je vais reprendre tranquillement, mais sûrement, et essayer de revenir à un très bon niveau. Professeur Sébastien Parat, la course à pied, c'est quand même quelque chose de très prisé par les Français. Est-ce que les accidents sont fréquents? Est-ce qu'il y a beaucoup de dangers à faire de la course à pied? Le jogging, on en voit partout maintenant, à Paris, en particulier à Marseille aussi. Exactement, donc c'est très pratique, la course à pied est très pratique, on peut le faire depuis le travail, on peut le faire depuis le domicile, ça prend peu de temps et c'est très efficace et on sécrète beaucoup d'endorphines, donc ça fait beaucoup de bien. La course à pied n'est pas un sport qui va être pourvoyeur d'accidents au sens propre, mais de traumatismes répétés. Il faut savoir que quand on court, on a 8 à 10 fois le poids du corps sur la cheville, sur le genou. Donc ça fait des charges très importantes. Donc comme Benoît le disait tout à l'heure, lorsqu'on fait 250 km par semaine, eh bien ça fait des charges énormes sur des très petites surfaces de cartilage. Et donc ces micro-impacts répétés vont progressivement altérer soit l'os, soit le cartilage. Donc les traumatismes de la course à pied sont des micro-traumatismes répétés qui vont aboutir à des fractures de fatigue, à des œdèmes dans l'os qui sont très douloureux, à des lésions des ménisques. Et on a peu de vrais accidents comme au foot, on se tord le genou, mais on a ces micro-traumatismes répétés. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs qui sont tous des coureurs, on les voit tous un peu partout, pour éviter ces blessures? Je crois que, comme toujours, il faut varier les plaisirs. C'est-à-dire que courir à un très haut niveau, entraîner 250 km par semaine, c'est bien. Si on est un amateur, je pense qu'il faut, à ce moment-là, alterner les sports. Faire une fois de la course, une fois de la natation, une fois des vélos, pour éviter justement ces micro-traumatismes. Mais il n'y a pas des distances moins traumatisantes? Parce que là, on parlait de marathon. Si on fait, je sais pas, un 5 ou 10 km, est-ce que c'est moins traumatisant? Hervé? Je parlais tout à l'heure de progressivité, là on est au cœur de la chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire comme Benoît 250 km par semaine, puisque effectivement il y a des fractures de fatigue, des lésions osseuses, mais aussi, on n'en a pas parlé, c'est très pourvoyeur de tendinite, du tendon d'Achille, tendon rotulien. Donc la course à pied, il faut le savoir, c'est très agréable, très facile, mais c'est quelque chose qui est traumatisant. Oui, est-ce que Benoît n'a pas dépassé ses limites? Et est-ce qu'il n'a pas trop forcé? Est-ce qu'il ne s'est pas mis en danger? Est-ce qu'on ne peut pas recommander de faire tout ce qu'il fait à tout le monde, en tout cas? Oui, effectivement, c'est-à-dire que là, la nature a repris ses droits et à un moment, a dit stop. Donc, il est bien de le faire avant que la nature reprenne ses droits, parce que sinon, ça a mis Benoît dans une période difficile, dont il est en train de ressortir. C'est un peu le vécu de tous les sportifs de très haut niveau. À un moment donné, ça fait partie de leur carrière et de leur progression. Donc, il faut varier, limiter les choses. Et tout à l'heure, Benoît a parlé de poids. Il est essentiel de comprendre que souvent les gens se disent « Allez, j'ai pris du poids, je vais aller courir ». Mais c'est la dernière chose à faire en fait. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 8 à 10 fois le poids du corps sur des très petites surfaces. Donc quand on a pris 8 à 10 kilos, vous multipliez les kilos sur ces petites surfaces. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a pris ces 8 à 10 kilos? Il faut arrêter de manger déjà, ou manger mieux en tout cas. C'est dur, mais bon, dur, tout est dur. Il faut aller nager. C'est un sport qui est beaucoup moins traumatisant lorsqu'on a pris du poids. Mais quand on a fait 10 bassins...
Ouais, c'est pas drôle, je suis d'accord, mais on peut de la même façon se faire encadrer pour nager de façon plus intéressante. Je vais demander à Benoît, vous allez continuer à courir comme vous l'avez fait jusqu'à présent? Vous pouvez le faire? Est-ce que Benoît va pouvoir continuer son activité au niveau? Une fois passé la période critique qui est en train de passer, il est en train de s'en sortir. Une fois qu'on aura réglé les problèmes, oui, pourquoi pas. Il risque pas de récidiver? Est-ce qu'il y a des traitements alimentaires, une manière de manger différente, une manière de... Il y aura de la prévention, on va le suivre au niveau alimentaire, bien évidemment, peut-être dans les périodes de repos qui ne prennent pas trop de poids. Mais après, bien évidemment, il peut se faire une autre blessure, comme tous ici sur le plateau, on peut se faire d'autres blessures. Mais celle-ci, et je l'espère, sera bientôt une mauvaise... Merci de ces interventions. Alors, bon courage Benoît pour remonter sur les courses. Et nous allons maintenant laisser la place à notre chronique pédagogique avec le jingle. Alors, les pelouses synthétiques sont-elles inoffensives? Elles sont un réel progrès en termes d'entretien de confort pour les joueurs, mais qu'en est-il pour l'appareil locomoteur? Nous avons un spécialiste de l'appareil locomoteur ici avec Sébastien Parat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors merci Alain, oui, cette chronique, parce qu'on voit finalement de plus en plus de joueurs se blesser sur ces terrains synthétiques et se faire des ruptures du ligament croisé antérieur. Les terrains synthétiques ont augmenté, il y en a de plus en plus en France. Il y a aussi de plus en plus de petits terrains, des terrains de foot à 5, qui est très à la mode. Et Alain, effectivement, ces jeux peuvent être dangereux, non seulement de par la surface, mais aussi de par la façon dont on pratique les choses. Donc il y a une étude américaine qui a montré qu'il y avait plus de blessures sur ces terrains synthétiques chez les joueurs professionnels. Il y a aussi plus de blessures probablement chez les joueurs amateurs, mais pas uniquement à cause de la surface. Aussi parce que ces week-end warriors, ce qu'on appelle les sportifs du dimanche, et aux États-Unis les week-end warriors, on travaillait toute la semaine, le week-end font un peu la fête, et puis le dimanche matin, les copains appellent et on va faire du foot. Mais en France, c'est pareil, non? Rassurez-moi. Mais c'est la façon dont on appelle les sportifs du dimanche, mais c'est juste un nom intéressant, les week-end warriors. Et donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est que les terrains synthétiques ne sont pas mauvais en soi, mais lorsqu'on fait du sport, il faut être préparé encore une fois, il faut se faire coacher, il faut connaître ses limites encore une fois, parce que sinon c'est là que vient la blessure et il n'y a aucune façon de glisser ou de contrôler les appuis sur ces terrains synthétiques, donc faites très attention, utilisez ces terrains parce qu'il y en a partout, mais faites très attention et soyez préparés. Merci beaucoup professeur Barat pour toutes ces explications. Alors aujourd'hui, pour la revue du web, notre journaliste Bruno Binck va nous révéler les conclusions d'une étude scientifique sur les effets du vélo chez les seniors. Bon, alors Bruno. Alors on a le petit jingle. Aujourd'hui, pour la revue du web, notre journaliste Bruno Binck va nous révéler les conclusions d'une étude scientifique assez intéressante sur les effets du vélo chez les seniors. Eh bien oui Martine, c'est un lieu commun que de dire que la pratique du vélo, ça fait du bien à la santé, mais une étude très sérieuse du British Journal of Medicine détaille tous les bienfaits du vélo pour les seniors et les autres, bien sûr. C'est tout d'abord au niveau cardiovasculaire, bien sûr, que la pratique du vélo fait du bien. La fonction cardiaque est améliorée, ce qui permet de se prémunir de l'hypertension artérielle notamment. C'est aussi au niveau circulatoire un sang fluidifié qui permet d'oxygéner les muscles et les organes, ou alors les graisses également, les mauvaises graisses sont brûlées, ce qui permet de réduire le cholestérol. Mais ce n'est pas tout. Ah oui. Savez-vous qu'au niveau digestif, le vélo masse les intestins? Ah ben non, mais quel effet ça fait? C'est bizarre ça. Eh bien oui, ils sont forts ces Anglais. Hein. Comment ils ont fait pour contrôler surtout? Bah écoutez, c'est une étude très sérieuse. Qu'est-ce qui se passe encore? Bien sûr au niveau psychologique, comme l'a dit Sébastien Parat tout à l'heure, la libération d'endorphines permet d'avoir une bonne fatigue et de s'endormir comme un bébé après la pratique du vélo. Bon, écoutez, moi je propose qu'on parte tous faire du vélo maintenant, Alain. Allez, moi j'adore le vélo, donc je suis partant. Mais je voudrais dire qu'il ne faut mieux pas attendre d'être senior pour faire du vélo.
c'est mieux de commencer avant. Et faites attention en VTT aussi, ça peut être dangereux. Merci Sébastien Parat pour le mot de la fin. Alors c'est la fin de cette première émission. Merci à nos invités, à nos experts, à nos téléspectateurs d'avoir été présents nombreux. Rendez-vous dans 15 jours pour une émission consacrée aux dons d'organes où nous recevrons d'éminents spécialistes de la greffe ainsi que des témoignages poignants qui vont nous montrer comment on reprend la vie après la greffe. Vous pouvez revoir notre émission sur tvsudprovence.fr et nous envoyer vos questions à atoutsanté@atout-org.com pour tous ceux qui veulent participer à cette émission. Une bonne soirée et restez bien sûr en bonne santé. Merci à vous tous.